Chapitre 15. Voyons, à quelle classe des mammifères appartient ta nouvelle connaissance, dit Bazarov le lendemain à son ami Arcade, en montant l'escalier de l'auberge dans laquelle était descendue Madame Odintsov. Je ne sais ce qui me fait pressentir qu'il y a là quelque chose de louche. Tu m'étonnes, s'écria Arcade. Comment, toi, Bazarov, peux-tu te poser en défenseur de la morale étroite qui... Quel drôle de corps tu fais, répondit négligemment Bazarov. Ne sais-tu pas que, dans notre langue, à nous autres, louche signifie tout le contraire? Cela veut dire qu'il y a là du nanan. Ne m'as-tu pas dit toi-même qu'elle avait fait un mariage étrange, quoique, suivant moi, épouser un riche vieillard ne soit nullement un acte étrange, mais tout au contraire une chose fort raisonnable. Les propos de la ville ne m'inspirent pas une grande confiance, mais j'aime à croire, comme dit notre docte gouverneur, qu'ils sont fondés. Arcade ne répondit point et frappa à la porte de l'appartement qu'occupait Madame Odintsov. Un jeune domestique en livrée introduisit les deux amis dans une grande chambre, pauvrement meublée, comme le sont toutes les chambres d'hôtel garnies en Russie, mais ornées de fleurs. Madame Odintsov parut bientôt elle-même en négligé du matin. Elle semblait encore plus jeune à la lumière d'un soleil printanier. Arcade lui présenta Bazarov et remarqua, à son grand étonnement, qu'il semblait intimidé, tandis que Madame Odintsov était aussi calme que la veille. Bazarov sentit lui-même que sa contenance trahissait quelque embarras, et il en fut contrarié. « En voilà d'une belle. Cette femelle me fait peur, pensa-t-il, et s'étant couché dans un fauteuil, comme aurait pu le faire Sidnikov en personne, il se mit à causer avec une assurance exagérée, sous le regard de Madame Odintsov, qui l'observait tranquillement de ses yeux limpides. Anna Sergeyevna Odintsova était fille de Sergueï Nikolaïtch Loktev, gentilhomme célèbre par sa beauté, sa passion pour le jeu, son habileté dans les affaires d'argent, et qui, après avoir brillé une quinzaine d'années à Moscou et à Pétersbourg, tout en vivant d'expédients, finit par se ruiner de fond en comble et alla se réfugier à la campagne, où il mourut bientôt, en laissant un héritage des plus minces à ses deux filles, Anne et Catherine, âgées l'une de 20 et l'autre de 12 ans. Leur mère, appartenant à la famille des princes N, fort déchus de leur ancienne grandeur, était morte à Pétersbourg à l'époque où son mari se trouvait encore en pleine prospérité. La position de Anne Loktev, lorsqu'elle resta orpheline, devint très pénible. L'éducation brillante qu'elle avait reçue à Pétersbourg ne l'avait nullement préparée à supporter les soucis domestiques et les embarras de tout genre qui l'attendaient au fond d'une province sans ressources. Elle ne connaissait aucun de ses voisins de campagne et n'avait à qui demander conseil. Son père s'était toujours abstenu de fréquenter les propriétaires du pays. Il les méprisait et ceux-ci lui rendaient l'appareil, chacun à sa manière. Cependant, elle ne perdit point la tête et écrivit immédiatement à la sœur de sa mère, la princesse Avdotia Stepanovna N, méchante et orgueilleuse vieille fille, de venir la rejoindre. Celle-ci arriva chez sa nièce, s'y installa dans les plus belles chambres de la maison, grognant et querellant du matin au soir, et ne se promenant même dans le jardin que suivie de son unique domestique serf laquais taciturne, affublé d'une antique livrée jaunâtre, à galon bleu et d'un chapeau à cornes. Anne endurait patiemment toutes les lubies de sa tante, s'occupait en passant de l'éducation de sa sœur, et paraissait résignée à finir ses jours dans cet isolement. Mais le sort en disposa autrement. Un certain Odintsov, homme très riche, âgé d'une quarantaine d'années, original, hypocondriaque, gros et lourd, mais ne manquant pas d'esprit, honnête homme d'ailleurs, fit sa connaissance, en devint amoureux et demanda sa main. Elle consentit à ce mariage, et 6 ans après, il mourut en lui léguant toute sa fortune. Anna Sergeyevna resta 1 an sans quitter la province. Puis elle partit avec sa sœur pour un tour d'Europe, mais elle se contenta de visiter l'Allemagne. Bientôt fatiguée de voyager, elle regagna son cher village de Nikolskoye, situé à peu de distance de la ville de X. Sa maison de campagne était vaste, richement meublée et entourée d'un magnifique jardin avec orangerie. Son défunt mari aimait à vivre grandement. Anna Sergeyevna allait rarement à la ville et seulement pour affaires
et n'y restait jamais longtemps. On ne l'aimait pas dans le gouvernement. Son mariage avait fait beaucoup crier. Il circulait sur elle des histoires de l'autre monde, comme, par exemple, qu'elle avait aidé son père dans ses manœuvres de joueur, que son voyage hors du pays avait eu lieu pour dissimuler les tristes suites. Vous comprenez de quoi, ajoutaient les bonnes âmes. Elle a passé par l'eau et par le feu, disaient d'autres personnes. Et un plaisant de la ville qui croyait avoir le privilège des bons mots, ajoutait ordinairement, c'est-à-dire à travers tous les éléments. Tous ces bruits ne lui étaient pas inconnus, mais ils lui entraient par une oreille et sortaient par l'autre. Elle avait une grande liberté d'esprit et ne manquait pas de fermeté. Et étendue dans un fauteuil et les mains posées l'une sur l'autre, Madame Odintsov écoutait Bazarov. Contre son habitude, celui-ci parlait assez volontiers et cherchait évidemment à intéresser Anna Sergeyevna. Cela surprit beaucoup Arkad. Mais il lui eût été impossible de décider si Bazarov avait réussi ou non. Les émotions que pouvait éprouver Madame Odintsov ne se peignaient point distinctement sur sa figure. Elle conservait toujours la même expression aimable et fine. Ses beaux yeux intelligents étaient toujours attentifs, mais cette attention ne s'animait jamais. Les étranges façons de Bazarov dans les premiers moments de leur entretien lui avaient causé une impression désagréable, comme une mauvaise odeur ou un son criard. Mais elle comprit bientôt qu'il éprouvait de l'embarras, et cette découverte la flatta. La trivialité seule lui était insupportable, et Bazarov n'avait assurément rien de trivial. Il était dit que ce jour-là, Arkad marcherait de surprise en surprise. Il pensait que Bazarov parlerait à Madame Odintsov, femme intelligente et spirituelle, de ses convictions et de ses vues. Elle avait exprimé d'avance le désir de causer avec un homme qui osait ne croire à rien. Au lieu de cela, Bazarov l'entretenait de médecine, d'homéopathie et de botanique. Madame Odintsov avait mis à profit le loisir de la solitude. Elle avait lu plusieurs bons ouvrages et parlait très correctement le russe. Ayant touché quelques mots de musique, elle s'aperçut que Bazarov n'estimait point les arts, et elle revint peu à peu à la botanique, quoiqu'Arkad se fût lancé dans une dissertation sur les mélodies nationales. Madame Odintsov continuait à le traiter comme un jeune frère. Elle semblait apprécier en lui la bonté et la franchise de la jeunesse, rien de plus. Cette causerie calme, variée et vive se prolongea près de 3 heures. Les deux amis se levèrent enfin et se disposèrent à partir. Madame Odintsov, de la meilleure grâce du monde, tendit à l'un et à l'autre sa belle main blanche, et, ayant un peu réfléchi, elle leur dit avec un sourire indécis mais bienveillant, « Si vous ne craignez pas l'ennui, messieurs, venez me voir à Nikolskoye. »« Pouvez-vous supposer, s'écria Arkad, que je ne m'estime trop heureux de... Et vous, monsieur Bazarov ?» Bazarov se borna à la saluer, et Arkad eut lieu de faire une dernière observation qui le surprit encore beaucoup. Il remarqua que son ami rougissait. « Eh bien, lui demanda-t-il dans la rue, penses-tu toujours qu'elle soit hon-hon ?»« Qui sait, elle s'est joliment tenue, » répondit Bazarov. Et, après un moment de silence, il ajouta, « Une vraie duchesse, une souveraine. Il ne lui manque qu'une couronne sur la tête et une queue à sa robe. »« Nos duchesses ne parlent pas le russe comme elle, » dit Arkad. « Elle s'est trouvée dans la débine, mon cher. Elle a mangé le même pain que nous. »« Mais elle n'en est pas moins ravissante, » ajouta Arkad. « Un corps magnifique, » reprit Bazarov, « comme cela serait beau sur une table de dissection. »« Tais-toi, au nom du ciel, Eugène, tu es abominable. »« Allons, ne te fâche pas, femmelette. Elle est de première qualité, c'est entendu. Il faut que nous allions la voir. »« Quand cela ? Après-demain, si tu veux. Qu'avons-nous à faire ici ? Boire du champagne avec la Kukchine, admirer l'éloquence de ton parent le dignitaire libéral, mettons-nous en route après-demain. D'autant plus que le hameau de mon père est tout près de là. Nikolskoye n'est-il pas sur la route de D ? Oui. Optimé, il ne faut pas perdre notre temps. Il n'y a que les imbéciles qui perdent leur temps, et les gens à embarras. C'est un cœur magnifique, je n'en démordrai pas. 3 jours après, les deux amis roulaient sur la grande route de Nikolskoye. La journée était belle, la chaleur modérée,
Les chevaux bien repus du voiturier qui les conduisait agitaient légèrement leurs petites queues tressées et nouées. Arcade regardait la route et souriait sans savoir pourquoi. « Fais-moi tes compliments, s'écria tout à coup Bazarov. C'est aujourd'hui le 22 juin, la fête de mon patron. Nous allons voir s'il s'intéresse à moi. On m'attend chez nous aujourd'hui, ajouta-t-il en baissant la voix. Tant pis, ils en seront pour leur attente. La belle affaire. Chapitre 16. La maison qu'habitait Madame Odintsov était située sur une colline découverte et peu élevée, dans le voisinage d'une église de pierre, au toit vert, aux colonnes blanches, et dont le fronton était orné d'une peinture à fresque représentant la résurrection dans le goût italien. Un gros guerrier basané, revêtu d'une cotte de maille et couché sur le premier plan, excitait surtout l'admiration des paysans. Derrière l'église s'étendaient les 2 rangées de maisons du village, dont les cheminées se dressaient çà et là sur les toits en chaume. La demeure seigneuriale était bâtie dans le même style que l'église, dans le style connu chez nous sous le nom d'alexandrin. Elle était aussi peinte en jaune, elle avait également un toit vert, des colonnes blanches et un fronton décoré d'un écusson. L'architecte du gouvernement avait construit ces 2 édifices classiques à la grande satisfaction de M. Odintsov, qui ne pouvait souffrir les innovations futiles et imaginées à plaisir, comme il le disait. La maison était entourée des arbres de l'ancien jardin. Une allée de sapins taillés en if conduisait au péristyle. Les jeunes gens trouvèrent dans l'antichambre 2 grands laquais en livrée. L'un d'eux courut immédiatement chercher le maître d'hôtel. Celui-ci, gros homme en frac noir, arriva sur le champ et conduisit les hôtes par un escalier couvert de tapis dans une vaste chambre où se trouvaient déjà 2 lits avec tous les objets nécessaires à la toilette. La maison était évidemment tenue sur un bon pied. La propreté y régnait partout, et on y respirait je ne sais quel parfum officiel, comme dans les salons de réception des ministères. Anna Sergueyevna vous prie de vouloir bien descendre dans une demi-heure, leur dit le maître d'hôtel. Avez-vous d'ici là quelques ordres à donner? Aucun, digne serviteur, répondit Bazarov, à moins que vous ne daigniez nous faire apporter un verre d'eau-de-vie. Très bien, dit le maître d'hôtel, non sans surprise, et il s'éloigna en faisant crier ses bottes. Quel genre, reprit Bazarov. Je crois que l'on nomme la chose ainsi chez vous autres. C'est une grande duchesse, j'en reviens toujours là. Une fameuse grande duchesse, dit Arcade. Elle invite, sans autre préliminaire, 2 aristocrates de notre force à lui rendre visite. Un aristocrate comme moi, surtout. Un futur médecin, fils de médecin et petit-fils de sacristain. Car je ne sais si je te l'ai jamais dit, je suis petit-fils de sacristain. Comme Speransky, ajouta Bazarov entre ses dents, après un moment de silence. Toujours est-il que la chère dame est un enfant gâté de la fortune. Oui, et joliment gâté. Serions-nous obligés de mettre nos fracs? Arcade se contenta de hausser les épaules. Mais au fond, il se sentait aussi un peu intimidé. Une demi-heure après, Bazarov et lui descendirent dans le salon. C'était une chambre spacieuse et haute, assez richement décorée, mais sans beaucoup de goût. Les meubles massifs et d'un grand prix, rangés dans la régularité accoutumée le long des murs, étaient tapissés d'une étoffe brune brochée d'or. M. Odintsov les avait fait venir de Moscou par l'intermédiaire d'un de ses amis, un Français commerçant en vin. Au-dessus du divan du milieu pendait le portrait d'un homme blond aux traits bouffis qui semblait regarder les visiteurs d'un assez mauvais œil. « Cela doit être le défunt » chuchota Bazarov à l'oreille de son ami, et fronçant les narines, il ajouta « Si nous détalions ». Mais dans cet instant, la maîtresse de la maison entra. Elle portait une robe légère de barège. Ses cheveux lissés étaient ramenés derrière ses oreilles, et ce genre de coiffure, joint à la pureté et à la fraîcheur de sa figure, lui donnait un air de jeune fille. « Je vous remercie de m'avoir tenu parole, dit-elle. J'espère que vous ne vous en irez pas de sitôt. Vous verrez qu'on est pas mal ici. Je vous présenterai à ma sœur. Elle joue fort bien du piano. Cela ne vous plaira guère, monsieur Bazarov. Mais vous, monsieur Kirsanov, je crois que vous aimez la musique. Outre ma sœur, nous avons encore une vieille tante, et un de nos voisins vient quelquefois faire une partie de cartes.
Nous ne sommes pas nombreux, comme vous voyez. Maintenant, asseyons-nous si vous le voulez. » Ce petit speech fut prononcé avec une aisance parfaite. Madame Odinsoff semblait l'avoir appris par cœur. Elle engagea aussitôt la conversation avec Arcade. Il se trouvait que sa mère avait beaucoup connu la mère d'Arcade, et que celle-ci, étant encore jeune fille, lui avait fait la confidence de l'amour qu'elle ressentait pour Nicolas Petrovitch. Arcade parla avec animation de sa mère. Pendant qu'il causait ainsi, Bazarov feuilletait un album. « Comme je suis devenu apprivoisé, se disait-il à lui-même. » Une jolie levrette au collier bleu clair accourut dans la chambre en faisant crier le plancher sous ses griffes. Bientôt apparut une jeune fille de 18 ans environ, brune, avec de petits yeux foncés et des cheveux noirs. Sa figure peu régulière ne manquait pas d'agrément. Elle tenait à la main une corbeille remplie de fleurs. « Voici ma Katia » dit Madame Odinsoff en désignant sa sœur d'un signe de tête. La jeune fille s'assit légèrement à ses côtés et se mit à arranger les fleurs. La levrette, qui se nommait Fifi, s'approcha successivement des deux hôtes en remuant la queue et en poussant son nez froid contre leurs mains. « As-tu cueilli tout cela toi-même » demanda Madame Odinsoff. « Oui, répondit Katia. « Ma tante viendra-t-elle pour le thé ? Elle va venir. » En parlant, Katia souriait d'un air timide et franc, tout en regardant de bas en haut avec une sorte de sauvagerie gracieuse. Tout en elle avait encore la verdeur de la jeunesse. La voix, le duvet qui couvrait sa figure, ses mains rosées, dont les paumes étaient couvertes de cercles blanchâtres, ses épaules un peu étroites. Elle rougissait continuellement et poussait de petits soupirs précipités. Madame Odinsoff se tourna du côté de Bazarov. « C'est par convenance, lui dit-elle, que vous examinez cet album, Eugène Vassilitch. Cela ne doit pas vous intéresser. Approchez-vous plutôt de nous et mettons-nous à discuter sur n'importe quel sujet. » Bazarov se rapprocha. « Volontiers, mais sur quoi voulez-vous discuter ? » ?»« Cela m'est indifférent. Je vous préviens que j'aime la contradiction. »« Vous ? » ?»« Oui, cela paraît vous étonner. Pourquoi cela ? » ?»« Parce que vous êtes, autant que je puis en juger, d'un caractère froid et calme. Il faut un certain entraînement pour discuter. »« Comment avez-vous fait pour apprendre à me connaître en si peu de temps ? Sachez d'abord que je suis impatiente et opiniâtre. Demandez plutôt à Katia. En second lieu, je me laisse entraîner très facilement. » Bazarov regarda Madame Odinsoff en silence. « Peut-être, lui répondit-il. Vous devez mieux le savoir que moi. Vous voulez donc absolument discuter ? Volontiers. Je viens de regarder dans votre album les vues de la Suisse saxonne, et vous m'avez dit que cela ne pouvait pas m'intéresser. Vous l'avez dit parce que vous supposez que je n'ai pas le sens artistique, et vous ne vous trompez pas. Mais ces vues peuvent fort bien m'intéresser à un point de vue géologique, au point de vue de la formation des montagnes, par exemple. Je ne l'admets pas. En votre qualité de géologue, c'est plutôt à un livre que vous devriez avoir recours, à un ouvrage spécial, et non pas à des dessins. Un dessin représente à mes yeux ce qui demande 10 pages de description dans un livre. Madame Odinsoff ne répondit pas. « Vous n'avez donc pas le sens artistique, reprit-elle, en s'appuyant le coude sur la table, de sorte que son visage se trouva rapproché de celui de Bazarov. Comment faites-vous pour vous en passer ? À quoi sert-il ? Permettez-moi de vous le demander. Quand ce ne serait qu'à connaître, à étudier les hommes. » Bazarov sourit. « Premièrement, continua-t-il, on y arrive par l'expérience de la vie. Et, en second lieu, je me permettrai de vous dire que je ne crois nullement nécessaire d'apprendre à connaître chaque individu en particulier. Tous les hommes se ressemblent, tant pour le corps que pour l'âme. Chacun de nous a un cerveau, un cœur, une rate, des poumons construits de la même manière. Les qualités que l'on nomme morales sont également identiques chez tous les hommes. Elles ne présentent que des différences insignifiantes. Un seul exemplaire humain suffit pour juger tous les autres. Les hommes sont comme les bouleaux des forêts. Aucun botaniste ne s'avisera d'en étudier chaque échantillon séparément. » Katia, qui choisissait lentement les fleurs l'une après l'autre, leva les yeux sur Bazarov d'un air étonné, mais ayant rencontré son regard insouciant et hardi, elle rougit jusqu'aux oreilles. Madame Odinsoff secoua la tête. « Les bouleaux des forêts, répéta-t-elle. Ainsi donc, suivant vous,
Il n'y a aucune différence entre un sot et un homme d'esprit, entre les bons et les méchants. Si fait comme entre l'homme sain et le malade. Les poumons d'un poitrinaire ne sont pas dans le même état que chez vous et chez moi, quoique leur structure soit la même. Nous savons approximativement la cause de certaines maladies physiques. Quant aux maladies morales, elles proviennent d'une mauvaise éducation, de toutes sortes de sottises dont on bourre nos têtes, en un mot, de l'absurde condition de notre droit social. Réformez la société, et vous n'aurez plus de maladies. Bazarov prononça ces paroles d'un air qui semblait dire « Croyez-moi ou non, cela m'est absolument égal ». Il passait lentement ses doigts longs dans ses favoris, et ses yeux couraient d'un côté de la chambre à l'autre. « Et vous croyez, reprit Madame Odintsov, que lorsque la société sera réformée, il n'y aura plus ni sots ni méchants ? Ce qu'il y a de certain, c'est que la société, une fois bien organisée, il sera parfaitement égal qu'un homme soit bête ou intelligent, méchant ou bon. Oui, je comprends. Tous auront la même rate. Précisément, madame. Madame Odintsov se retourna vers Arcade. Qu'en pensez-vous lui demanda-t-elle. Je partage l'opinion d'Eugène, répondit celui-ci. Katia le regarda en dessous. Vous m'étonnez, messieurs, reprit Madame Odintsov, mais nous reviendrons sur tout cela. J'entends ma tante qui vient pour le thé. Il faut ménager les vieilles gens. La tante d'Anna Sergeyevna, la princesse N, petite vieille, décharnée, au visage gros comme le poing, aux yeux durs et immobiles surmontés d'un tour gris, entra dans la chambre, salua à peine les deux jeunes gens et s'affaissa sur un large fauteuil de velours qui lui était exclusivement réservé. Katia lui mit un tabouret sous les pieds. La vieille ne la remercia point même du regard. Elle remua un peu les mains sous le châle jaune qui cachait presque entièrement son maigre corps. La princesse aimait le jaune. Elle avait aussi des rubans d'un jaune vif à son bonnet. « Comment avez-vous passé la nuit, ma tante » lui demanda Madame Odintsov en forçant la voix. « Ce chien est encore ici, » répondit la vieille en grommelant. Et ayant remarqué que Fifi venait de faire 2 pas indécis de son côté, elle s'écria « Va-t'en, va-t'en » Katia appela Fifi et lui ouvrit la porte. Le chien courut joyeusement à sa voix, croyant qu'il s'agissait d'une promenade. Mais se voyant seul de l'autre côté de la porte, il se mit à gratter en jappant. La princesse fronça les sourcils. Katia se disposait à sortir. « Le thé doit être prêt, » dit Madame Odintsov. « Allons, messieurs. Ma tante, voulez-vous venir prendre le thé ?» La princesse se leva en silence et passa la première dans la salle à manger. Un petit domestique habillé en cosaque avança avec bruit près de la table un fauteuil garni de coussins, et la princesse s'y assit. Katia, qui était chargée de verser le thé, la servit la première dans une tasse ornée de ses armes. La vieille sucra son thé avec du miel. Elle aurait cru commettre un péché en employant du sucre, et d'ailleurs, suivant elle, le sucre était trop cher. Pourtant, son entretien ne lui coûtait pas un kopek. Un instant après, elle demanda d'une voix rauque « Que dit le prince Ivan dans sa lettre ?» Personne ne lui répondit, et les jeunes gens comprirent bientôt que, tout en lui témoignant beaucoup de respect, on ne s'en occupait guère. « C'est pour la montre qu'on la tient ici. Une princesse. Cela fait bien dans un salon, » pensa Bazarov. Après le thé, Madame Odintsov proposa d'aller faire une promenade. Mais il commençait à tomber quelques gouttes de pluie, et toute la société, à l'exception de la princesse, rentra dans le salon. Le voisin, amateur d'une partie de cartes, arriva. Il se nommait Porfir Platonitch. C'était un petit homme replet et chauve, dont les pieds courts paraissaient faits au tour, d'ailleurs aimable et d'un caractère gai. Anna Sergeyevna, qui parlait presque constamment avec Bazarov, lui demanda s'il ne voulait pas se mesurer avec eux à l'antique jeu de la préférence. Bazarov y consentit, disant qu'il devait se préparer aux fonctions de médecin de campagne. « Prenez garde, lui dit Madame Odintsov, nous allons vous battre. Toi, Katia, ajouta-t-elle, joue quelque chose à Arkad Nikolaïevitch. Il aime la musique, et nous t'écouterons aussi. » Katia se dirigea avec peu d'empressement vers le piano, et Arkad, quoiqu'il aimât réellement la musique, la suivit à contre-cœur. Il se disait que Madame Odintsov semblait chercher à se débarrasser de lui, et comme tous les jeunes gens de son âge,
Il se sentait déjà animé de ce sentiment confus et presque pénible qui précède l'amour. Katia ouvrit le piano et demanda à Arcade, sans jeter les yeux sur lui, « Que faut-il vous jouer ?»« Ce que vous voudrez, » lui répondit Arcade d'un ton indifférent. « Quelle est la musique que vous préférez ?» reprit Katia sans changer de position. « La musique classique, » répondit Arcade du même ton. « Aimez-vous Mozart ?»« Oui. » Katia prit la sonate fantaisie en ut mineur de ce maître. Elle jouait fort bien, quoique son exécution fût sévère et même un peu sèche. Elle se tenait immobile et droite, les yeux fixés sur les notes et les lèvres serrées. Cependant, à la fin de la sonate, sa figure se colora, et une petite tresse de ses cheveux s'étant défaite, tomba sur son noir sourcil. Arcade écouta avec plaisir la dernière partie de la sonate, celle où, au milieu de la gaieté charmante d'une mélodie heureuse, se font tout à coup entendre les transports d'une douleur amère, presque tragique. Mais les idées que lui inspirait la musique de Mozart ne se rapportaient point à Katia. En la regardant, il ne lui venait à l'esprit qu'une seule pensée. Cette jeune personne, se disait-il, joue bien et elle n'est pas mal. La sonate terminée, Katia lui demanda sans quitter les touches du piano « Est-ce assez ?» Arcade lui répondit qu'il ne voulait pas abuser de sa complaisance et se mit à lui parler de Mozart. Il lui demanda si elle avait choisi elle-même cette sonate ou si quelqu'un la lui avait recommandée. Mais Katia ne répondait que par monosyllabes. Elle s'était cachée, elle était pour ainsi dire rentrée dans sa coquille. Lorsqu'il lui arrivait de tomber dans cet état, elle était longtemps avant d'oser lever les yeux et ses traits prenaient une expression d'entêtement. On l'eût prise pour une petite fille insignifiante. Ce n'est pas qu'elle fût timide, elle était plutôt un peu effarouchée, pour ainsi dire, par sa sœur qui, comme nous l'avons vu, veillait à son éducation et ne se doutait pas de ce qui se passait en elle. Arcade en fut réduit, pour se donner contenance, à appeler Fifi qui était rentrée, et il se mit à lui caresser la tête en souriant avec bienveillance. Katia retourna à ses fleurs. Quant à Bazarov, il faisait remise sur remise. Madame Odintsov jouait à merveille, et Porfire Platonitch était aussi d'une jolie force. Bazarov fut battu, et quoique la perte fût petite, elle ne laissa pas de lui être désagréable. Pendant le souper, Madame Odintsov remit la conversation sur la botanique. « Allons nous promener demain matin, lui dit-elle. Je vous prierai de me dire les noms latins des plantes des champs et leurs propriétés. » « Pourquoi voulez-vous connaître des noms latins ?» demanda Bazarov. « Il faut de l'ordre en toutes choses, lui répondit-elle. « Quelle femme admirable que Madame Odintsov !» s'écria Arcade, quand il fut seul avec son ami dans la chambre qu'on leur avait donnée. « Oui, répondit Bazarov, la commère ne manque pas de cervelle, et elle doit savoir se retourner. »« Comment l'entends-tu ?»« Il n'y a pas deux manières de l'entendre, mon brave. Je suis sûr qu'elle doit joliment administrer son bien. S'il y a quelqu'un d'admirable ici, c'est sa sœur. »« Comment, cette petite maraude ?»« Oui, cette petite maraude. Voilà qui est frais et intact et craintif et silencieux. Voilà qui mériterait qu'on s'en occupât. On pourrait encore faire de cette nature-là ce qu'on voudrait, tandis que l'autre... » Arcade ne répondit pas à Bazarov, et chacun d'eux se coucha avec des idées à soi dans la tête. Madame Odintsov pensa aussi ce soir-là à ses hôtes. Bazarov lui plaisait par l'absence complète de prétention, voire même par ce qu'il y avait de tranchant dans ses jugements. Il était pour elle quelque chose de tout à fait nouveau, et elle était curieuse. Madame Odintsov était une personne assez étrange. N'ayant aucun préjugé, ni même de croyance bien forte, elle ne reculait devant rien et n'avançait guère. Elle voyait clairement beaucoup de choses l'intéressaient, et rien ne pouvait la contenter. Je ne sais même si elle souhaitait une entière satisfaction. Son esprit était à la fois curieux et indifférent. Jamais ses doutes ne s'effaçaient jusqu'à ne point laisser de traces, et jamais ils ne devenaient assez forts pour la troubler. Si elle n'avait pas été riche et indépendante, peut-être se serait-elle jetée dans la mêlée et aurait-elle appris à connaître les passions. Mais son existence était douce, quoiqu'il lui arrivait parfois de ressentir de l'ennui, et elle continuait à vivre au jour le jour, sans agitation et sans hâte.
Des images trop séduisantes se peignaient quelquefois involontairement à ses yeux. Mais lorsque l'image avait disparu, elle retombait dans sa quiétude et ne regrettait rien. Son imagination dépassait souvent les limites de ce que les règles ordinaires de la morale permettent. Mais même alors son sang coulait aussi tranquillement que de coutume dans son beau corps, toujours frais et paisible. Souvent le matin, en sortant chaude et alanguie de son bain parfumé, il lui arrivait de se mettre à rêver sur les vanités de la vie, sur ses tristesses, sur ses peines et ses labeurs. Une subite hardiesse animait son cœur. Elle sentait de nobles aspirations s'éveiller en elle. Mais une fenêtre entr'ouverte laissait pénétrer dans la chambre un léger souffle de vent, et Madame Odinsoff frissonnait, se plaignait. Elle avait même de la peine à contenir un mouvement de colère, et ne demandait plus qu'une seule chose en ce moment, c'est que ce vilain vent cessât de souffler. Comme toutes les femmes auxquelles il n'a pas été donné d'aimer, elle désirait constamment quelque chose, sans savoir au juste ce qu'elle désirait. Le fait est qu'elle ne souhaitait rien, quoiqu'il lui parût qu'elle souhaitât tout au monde. À peine avait-elle pu supporter son mari. Elle s'était mariée par calcul. Elle n'eût probablement pas consenti à épouser M. Odinsoff si elle ne l'eût pas supposé un galant homme. Mais il lui en était resté une aversion secrète pour tous les hommes en général, qu'elle se figurait tous sales, lourds, indolents, perpétuellement ennuyés et sans énergie. Cependant, elle avait rencontré dans son voyage un jeune et beau Suédois, à la figure chevaleresque, aux yeux bleus et honnêtes, au front élevé et découvert. Il avait fait sur elle une forte impression, mais cela ne l'avait point empêché de revenir en Russie. « Ce docteur est un homme étrange, se dit-elle, couché dans son lit magnifique, sur des oreillers de dentelle, sous un léger couvre-pied de soie. Anna Sergeyevna avait hérité d'une petite part du goût de son père pour le luxe. Elle avait beaucoup aimé son père, tout vicieux qu'il était. Et lui, il adorait sa fille, plaisantait avec elle comme avec un ami, lui témoignait une confiance sans bornes et la consultait souvent. Elle n'avait gardé qu'un souvenir confus de sa mère. « Ce docteur est un homme étrange, répéta-t-elle en songeant à lui. Elle s'étendit dans son lit, sourit, passa ses bras sous sa tête. Puis, ayant parcouru des yeux 2 ou 3 pages d'un mauvais roman français, laissa tomber le livre et s'endormit, blanche, pure et froide, dans son lit parfumé. Le lendemain matin, après le déjeuner, Madame Odinsoff alla botaniser avec Bazarov et ne revint que pour le dîner. Arcade, qui n'était pas sorti, avait passé près d'1 heure avec Katia. Il ne s'était pas ennuyé, elle lui avait proposé de jouer la sonate de la veille. Mais lorsque Madame Odinsoff fut enfin de retour, lorsqu'il l'eut revue, son cœur se serra immédiatement. Elle s'avançait dans le jardin d'un air un peu fatigué. Ses joues étaient roses, et ses yeux avaient plus d'éclat que d'habitude sous son chapeau de paille rond. Elle tournait entre ses doigts la mince tige d'une fleur des champs. Sa mantille légère avait glissé de ses épaules sur ses bras, et les larges rubans de son chapeau se collaient sur sa poitrine. Bazarov marchait derrière elle, d'un pas assuré, avec insouciance comme toujours. Mais l'expression de sa figure, quoique gaie et même affectueuse, ne plut pas à Arcade. Après lui avoir jeté un « bonjour » prononcé entre ses dents, Bazarov entra dans sa chambre. Madame Odinsoff serra la main d'Arcade d'un air distrait et passa aussi devant lui. « Bonjour, pensa Arcade, est-ce que nous ne nous sommes pas déjà vus aujourd'hui ?» Chapitre 17. Le temps qui vole souvent comme un oiseau se traîne d'autres fois comme une tortue. Mais il ne semble jamais plus agréable que lorsqu'on ne sait s'il va vite ou lentement. C'est précisément ainsi que Bazarov et Arcade passèrent près de 15 jours chez Madame Odinsoff. L'ordre qu'elle avait établi dans sa maison et dans son genre de vie contribuait sans doute beaucoup à cela. Elle l'observait rigoureusement pour son compte, et afin d'y obliger les autres, elle usait au besoin de despotisme. Tout se faisait à heure fixe dans la maison. Le matin, à 8 heures précises, toute la société se réunissait pour prendre le thé. Chacun était ensuite libre de ses actions jusqu'au déjeuner, et la maîtresse de la maison passait le temps à travailler avec l'intendant, le maître d'hôtel et le sommelier en chef. Avant le dîner, la société se réunissait de nouveau pour causer ou lire.
La soirée était consacrée à la promenade, aux jeux, à la musique. Madame Odintsov se retirait à 10h30, donnait ses ordres pour le lendemain et se couchait. Cette vie régulière et quelque peu solennelle ne plaisait guère à Bazarov. Il disait qu'on semblait rouler sur des rails. Les laquais en livrée, les maîtres d'hôtel majestueux, froissaient ses sentiments démocratiques. Il trouvait que pour être conséquent, il eût fallu dîner aussi à l'anglaise, en frac et en cravate blanche. Il s'expliqua un jour sur ce point avec Anna Sergeyevna, qui permettait à chacun d'exprimer librement son opinion. Elle l'écouta jusqu'au bout et lui dit « À votre point de vue, l'observation est juste, et il est vrai que je fais un peu la châtelaine. Mais à la campagne, il est impossible de vivre sans ordre. L'ennui vous prendrait. » Elle continuait à faire à sa façon. Bazarov grognait. Mais c'était précisément parce que la vie roulait comme sur des rails qu'elle lui paraissait si agréable, ainsi qu'à Arkad. Au reste, dès leur arrivée, il s'était fait en eux un changement bon à noter. Bazarov, pour qui Madame Odintsov avait une préférence marquée, quoiqu'elle fût rarement de son avis, commença à montrer une agitation qu'on ne lui connaissait pas. Il s'emportait facilement, parlait à contre-cœur, avait souvent l'air fâché et ne pouvait rester en place, comme si quelque chose le poussait continuellement à en changer. Quant à Arkad, qui avait immédiatement décidé qu'il était amoureux de Madame Odintsov, il ne tarda pas à se livrer à une calme mélancolie. Mais cela ne l'empêcha nullement de se rapprocher de Katia, cela contribua même à l'y disposer en quelque sorte. Elle ne m'apprécie pas. Eh bien, soit. Mais voici une bonne créature qui ne me repousse pas, se disait-il, et son cœur goûtait de nouveau la douceur de se sentir généreux, comme il l'avait été à l'égard de son père. Katia comprenait confusément qu'il cherchait quelque consolation dans sa société. Elle ne lui refusait pas la douce satisfaction que donne une amitié timide et confiante à la fois, et elle s'y abandonnait elle-même. Ils ne se parlaient point en présence de Madame Odintsov. Katia s'effaçait en quelque sorte sous le regard clairvoyant de sa sœur. Et Arkad, comme il sied du reste à un amoureux, ne pouvait accorder la moindre attention à quoi que ce soit en présence de l'objet de sa flamme. Mais il n'était à son aise qu'avec Katia. Il avait la modestie de ne pas se croire digne d'occuper Madame Odintsov. Il perdait contenance lorsqu'il se trouvait seul avec elle, et il ne savait que lui dire. Arkad était trop jeune pour elle. Avec Katia, il se sentait au contraire parfaitement à son aise. Il la traitait avec indulgence, ne l'empêchait point de lui faire part des impressions que lui causait la musique, la lecture des romans, des vers et d'autres niaiseries, sans remarquer ou sans vouloir s'avouer que ces niaiseries l'occupaient lui-même. Katia, de son côté, ne l'empêchait pas de faire le mélancolique. Arkad se trouvait bien avec Katia, Madame Odintsov avec Bazarov. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils se réunissaient tous les quatre, les deux pères se séparaient ordinairement au bout de peu d'instants et s'en allaient chacune de son côté, surtout pendant les promenades. Katia adorait la nature, et Arkad l'aimait aussi, quoiqu'il n'osât pas l'avouer. Madame Odintsov y était assez indifférente, ainsi que Bazarov. Les deux amis se trouvant presque constamment séparés, il en résulta que leurs anciens rapports commencèrent à se modifier. Bazarov cessa de parler avec Arkad de Madame Odintsov, et même de critiquer ses manières aristocratiques. Il continuait à louer Katia, et il invitait seulement Arkad à modérer les tendances sentimentales qu'il remarquait en elle. Mais ses louanges étaient brèves, ses conseils un peu secs. Il s'entretenait avec Arkad beaucoup moins qu'autrefois. Il l'évitait même. Il semblait presque avoir honte devant lui. Arkad remarquait fort bien tout cela, mais il ne le confiait à personne. La véritable cause de toute cette nouveauté était le sentiment que Madame Odintsov avait inspiré à Bazarov, sentiment qui le tourmentait et le faisait enrager, et contre lequel il se serait récrié avec un rire méprisant et des injures cyniques si quelqu'un s'était avisé d'y faire la moindre allusion. Bazarov aimait beaucoup les femmes et appréciait la beauté, mais il traitait de billevesée impardonnable, de sottise, l'amour dans son sens idéal ou romantique, comme il le disait,
et mettait les sentiments chevaleresques à peu près sur le même rang que les maladies et les monstruosités physiques. Il exprima même plus d'une fois son étonnement de ce que l'on n'avait point enfermé aux petites maisons d'Oggenburg avec tous les Minnesängers et les troubadours. « Si une femme vous va, disait-il, tâchez d'arriver à votre but. Si refuse-t-elle, laissez-la en paix et tournez-vous d'un autre côté. La terre est assez grande. » Madame Odintsov lui plaisait. Les bruits qui couraient sur son compte, la franchise et l'indépendance de son caractère, la bienveillance qu'elle lui témoignait, tout semblait fait pour l'encourager. Mais il comprit bientôt qu'avec elle, il n'arriverait pas à son but, et pourtant, il ne se sentait point, à sa grande surprise, le courage de se retourner d'un autre côté. Aussitôt qu'il pensait à elle, tout son sang s'enflammait. Il serait facilement venu à bout de son sang, mais il éprouvait encore autre chose, une chose qu'il n'aurait jamais admise, dont il s'était toujours moqué et qui offusquait sa fierté. Dans ses conversations avec Madame Odintsov, il exposait plus fortement que jamais sa dédaigneuse indifférence pour toute espèce de romantisme. Et, resté seul, il reconnaissait avec une sombre indignation que le romantisme l'avait gagné lui-même. Il se réfugiait dans les bois et y marchait à grands pas, cassant les branches sur son passage, murmurant des imprécations contre lui-même et contre elle. D'autres fois, il gagnait une grange à foin, et tenant obstinément les yeux fermés, il essayait de se contraindre à dormir, et n'y réussissait pas toujours, comme de raison. Il lui suffisait de se figurer que ses chastes bras étreindraient un jour son cou, que ses lèvres si fières répondraient à ses baisers, que ses yeux intelligents s'arrêteraient avec tendresse, oui, avec tendresse, sur les siens. Et il se sentait pris de vertige, il s'oubliait pour quelques instants, jusqu'à ce que l'indignation éclatât de nouveau dans tout son être. Il se surprenait lui-même en flagrant délit de pensées efféminées, comme si le diable le tentait. Il lui semblait parfois qu'un changement s'était opéré chez Madame Odintsov, que sa figure avait une autre expression, que peut-être... Mais alors il frappait presque toujours du pied, ou grinçait des dents en se menaçant du poing. Cependant, Bazarov n'était pas complètement dans l'erreur. Il avait frappé l'imagination de Madame Odintsov. Il l'occupait beaucoup. Ce n'est point qu'elle s'ennuyât loin de lui, ou qu'elle l'attendît avec impatience. Mais son arrivée l'animait soudainement, elle restait volontiers avec lui en tête-à-tête, et se plaisait à causer avec lui, même lorsqu'il la contrariait, ou qu'il choquait ses goûts ou ses habitudes d'élégance. Elle semblait vouloir s'étudier tout en le mettant à l'épreuve. Un jour qu'il se promenait avec elle dans le jardin, il lui annonça sans préambule et d'un ton brusque son prochain départ pour la campagne de son père. Elle pâlit, comme si quelque chose l'avait piqué au cœur, et son émotion fut tellement vive qu'elle en fut étonnée. Elle se perdit en réflexion sur ce que cela pouvait signifier. Bazarov ne lui avait point parlé de son départ pour l'éprouver, pour voir comment elle le prendrait. Il n'était pas âme à jamais avoir recours à de pareils moyens, à des mensonges. L'intendant de son père et son ancien menin Timofeïtch étaient venus le trouver dans la matinée. Ce Timofeïtch, vieillard leste et futé, aux cheveux jaunâtres, à la figure enluminée par le grand air, et aux petits yeux larmoyants, s'était présenté inopinément devant lui, en veste de gros drap bleuâtre, avec une ceinture de cuir et des bottes goudronnées. « Ah, bonjour l'ancien !» s'écria Bazarov. « Bonjour, petit père Eugène Vassilitch !» dit le vieillard, avec un joyeux sourire qui couvrit toute sa figure de rides. « Qu'est-ce qui t'amène? Est-ce moi que tu viens chercher ?»« Comment pouvez-vous le croire ?» balbutia Timofeïtch. Le père de Bazarov lui avait expressément recommandé de ne point laisser soupçonner qu'on l'envoyait. « J'ai été à la ville avec des commissions du maître, et comme on m'a annoncé votre arrivée, j'ai fait un petit détour pour voir votre honneur. Je ne serais pas venu vous déranger. »« Allons, ne mens pas, » reprit Bazarov. « Ce village n'est pas du tout sur ton chemin. » Timofeïtch se détourna un peu d'un air embarrassé, sans répondre. « Mon père se porte-t-il bien ? » ?»« Dieu soit loué, il va bien. »« Et ma mère ? Arina Vlassievna aussi, Dieu soit loué. » « Ils m'attendent, n'est-ce pas ?» Le vieillard pencha sa petite tête de côté. « Ah, Eugène Vassilitch, comment ne vous attendraient-ils pas ?
Croyez-moi, le cœur saigne à regarder vos parents. Allons, c'est bien, pas de description. Dis-leur que j'arriverai bientôt. Je n'y manquerai pas, répondit Timofeïtch avec un soupir. Sorti de la maison, il enfonça sa casquette avec les 2 mains sur ses oreilles, monta sur un pauvre drochki de course qu'il avait laissé à la porte, et partit au petit trot, mais non point dans la direction de la ville. Le soir du même jour, Madame Odintsov était assise dans le salon avec Bazarov, tandis qu'Arcade se promenait de long en large en écoutant Katia, qui jouait du piano. La princesse était remontée. Elle ne pouvait souffrir les visiteurs, et particulièrement ces va-nu-pieds de fraîche date, comme elle les nommait. Tant qu'elle se trouvait au salon, son humeur était encore supportable. Mais devant sa femme de chambre, elle s'abandonnait à de tels excès de colère que son bonnet et son tour en sautaient sur sa tête. Madame Odintsov le savait. « Comment pouvez-vous songer à partir » dit-elle à Bazarov. « Et votre promesse » Bazarov tressaillit. « Quelle promesse ?»« Vous l'avez oubliée ? Vous deviez me donner quelques leçons de chimie. »« Malheureusement, mon père m'attend. Impossible de tarder davantage. Au reste, vous n'avez qu'à lire Pelouse et Frémy. Notions générales de chimie, c'est un bon livre, et il est facile à comprendre. Vous y trouverez tout ce que vous voulez savoir. Cependant, vous m'avez dit vous-même, il y a peu de jours, que jamais un livre ne peut remplacer... Je ne me souviens pas du terme que vous avez employé, mais vous savez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Comment faire ? Répondit Bazarov. Pourquoi partir ? Dit Madame Odintsov en baissant la voix. Il la regarda. Elle avait la tête appuyée contre le dos de son fauteuil et croisait sur sa poitrine ses bras nus jusqu'au coude. Elle paraissait plus pâle à la lueur de la lampe, couverte d'un léger abat-jour en papier découpé. Une longue robe blanche l'enveloppait de ses plis moelleux. À peine voyait-on le bout de ses pieds, qu'elle tenait également croisés. « Et pourquoi resterais-je » répondit Bazarov. Madame Odintsov tourna un peu la tête. « Comment, pourquoi ? Est-ce que vous ne vous plaisez pas ici ? Pensez-vous que l'on ne vous y regrettera pas ? J'en doute. » Vous avez tort de le penser, répondit Madame Odintsov après un moment de silence. Du reste, je ne vous crois pas. Il est impossible que vous ayez dit cela sérieusement. Bazarov restait toujours immobile. Eugène Vassilitch, pourquoi vous taisez-vous ? Que voulez-vous que je vous dise ? Personne n'est digne de regret, et moi moins qu'un autre. Pourquoi cela ? Je suis un homme positif, peu intéressant. Je ne sais pas être aimable. Vous voudriez des compliments. Cela n'est pas dans mes habitudes. Ne savez-vous pas vous-même que le côté élégant de la vie m'est étranger, précisément celui que vous appréciez tant ? Madame Odintsov mordit le coin de son mouchoir. Pensez-en ce qu'il vous plaira, mais je m'ennuierai lorsque vous serez parti. Arcade restera, dit Bazarov. Madame Odintsov haussa un peu les épaules. Je m'ennuierai, répéta-t-elle. Vraiment ? Du reste, vous ne vous ennuierez pas longtemps. Qu'est-ce qui vous le fait supposer ? Vous m'avez dit vous-même que, pour vous ennuyer, il fallait que vos habitudes fussent dérangées. Votre existence est si parfaitement réglée qu'elle ne peut laisser de place ni à l'ennui, ni au chagrin, ni à aucun sentiment pénible. Vous trouvez que je suis parfaitement, ou du moins que mon existence est ordonnée avec une grande régularité ? Sans doute. Tenez, 10 heures vont sonner dans quelques minutes, et je sais d'avance que vous allez me chasser. Non, je ne vous chasserai pas. Vous pouvez rester. Ouvrez cette fenêtre. Je trouve qu'on étouffe ici. Bazarov se leva et poussa la fenêtre. Celle-ci s'ouvrit subitement et avec bruit. Il ne s'attendait pas qu'elle s'ouvrît aussi facilement. C'est que ses mains tremblaient. La nuit molle et tiède apparut, avec son ciel presque noir, accompagné du faible murmure des arbres et de la saine odeur d'un air libre et pur. « Baissez le store et asseyez-vous » continua Madame Odintsov. « Je voudrais causer avec vous avant votre départ. Racontez-moi quelque chose de vous-même. Vous ne parlez jamais de vous. » « Je tâche de causer avec vous de choses utiles. »« Vous êtes modeste. Cependant, j'aurais voulu savoir quelque chose de vous, de votre famille, de votre père, pour lequel vous nous abandonnez. »
Pourquoi me dit-elle tout cela se demanda Bazarov. Tout cela vous intéresserait fort peu, ajouta-t-il à haute voix. Vous particulièrement. Nous sommes des gens obscurs. Je suis donc, suivant vous, une aristocrate? Bazarov leva les yeux sur madame Odintsov. Oui, dit-il, en accentuant fortement ce mot. Elle sourit. Je vois que vous me connaissez mal, reprit-elle, quoique vous souteniez que toutes les natures sont les mêmes et qu'il ne faut pas se donner la peine de les étudier séparément. Je vous conterai peut-être un jour ma vie, mais vous me raconterez d'abord la vôtre. Vous dites que je vous connais mal, répondit Bazarov. C'est probable. Peut-être chaque individu est-il effectivement une énigme. Parlons de vous, par exemple. Vous fuyez la société, elle vous fatigue, et voilà que vous appelez auprès de vous 2 étudiants. Pourquoi, belle et intelligente comme vous êtes, habitez-vous la campagne? Quoi? Comment avez-vous dit cela? Reprit vivement madame Odintsov. Je suis belle? Bazarov fronça les sourcils. Peu importe, continua-t-il avec embarras, je voulais dire que je ne comprenais pas bien pourquoi vous vous étiez fixé à la campagne. Vous ne le comprenez pas? Cependant, vous vous l'expliquez d'une manière quelconque. Oui, je suppose que vous restez à la même place parce que vous êtes gâté, parce que vous aimez le confort et que vous êtes fort indifférente à tout le reste. Madame Odintsov sourit de nouveau. Vous ne voulez décidément pas admettre que je sois susceptible de me laisser aller à mon imagination? Par curiosité, peut-être, lui répondit Bazarov en la regardant en dessous, mais pas autrement. En vérité, oh, alors je comprends pourquoi nous nous entendons si bien. Vous m'êtes à cet égard tout à fait semblable. Nous nous entendons, répéta sourdement Bazarov. Au fait, j'avais oublié que vous voulez partir. Bazarov se leva. La lampe brûlait faiblement au milieu de la chambre embaumée et assombrie. Le store se balançait de temps en temps et laissait pénétrer la fraîcheur voluptueuse et les bruits mystérieux de la nuit. Madame Odintsov était complètement immobile, mais une secrète émotion s'emparait d'elle peu à peu et gagnait Bazarov. Il comprit tout à coup qu'il se trouvait en tête-à-tête avec une femme jeune et belle. « Où allez-vous » lui dit-elle avec lenteur. Il ne lui répondit pas et retomba sur sa chaise. « Ainsi, vous me supposez heureuse, gâtée par la fortune, continua-t-elle de la même voix et en tenant les yeux fixés sur la fenêtre. Et moi, je sais au contraire que j'ai le droit de me considérer comme très malheureuse. Vous, malheureuse? Comment cela? Est-ce que vous seriez par hasard sensible à de sots commérages? Madame Odintsov laissa paraître sur sa figure une sorte de mécontentement. Elle se sentait piquée d'avoir été si mal comprise. Ces commérages n'ont même pas le pouvoir de me faire rire, Eugène Vassilitch, et je suis trop fière pour en être blessée. Je suis malheureuse parce que la vie n'a rien qui me charme, qui m'attire. Vous me regardez d'un air de doute. Vous vous dites, c'est une aristocrate couverte de dentelle et assise dans un fauteuil de velours qui parle ainsi. Je ne m'en cache point. J'aime ce que vous nommez le confort, et malgré cela, je ne me soucie guère de vivre. Conciliez ces contradictions comme vous le voudrez. Au reste, vous devez considérer tout cela comme du romantisme. Vous êtes bien portante, libre de vos actions, riche, reprit Bazarov en secouant la tête. Quoi encore? Que voulez-vous de plus? Ce que je veux, dit madame Odintsov, et elle soupira. Je me sens très fatiguée, je suis vieille. Il me semble que je vis depuis bien longtemps. Oui, je suis vieille, répéta-t-elle en ramenant avec lenteur les extrémités de sa mantille sur ses bras nus. Ses yeux rencontrèrent ceux de Bazarov, et elle rougit un peu. J'ai déjà derrière moi tant de souvenirs, une existence opulente à Pétersbourg, puis la pauvreté, puis la mort de mon père, mon mariage, mon voyage en Allemagne et tout ce qui s'ensuit. Combien de souvenirs, et aucun sur lequel on veuille s'arrêter. Et en avant devant moi, un long chemin et point de but. Aussi n'ai-je aucune envie de marcher. « Vous êtes désenchanté ?» demanda Bazarov. « Non, répondit madame Odintsov après une pause. Mais je ne suis point satisfaite. Il me semble que si je pouvais m'attacher fortement à quelque chose... Vous voudriez aimer,
reprit Bazarov, et vous ne le pouvez pas. Voilà votre malheur. Madame Odintsov se mit à examiner la garniture de sa mantille. « Est-ce que je ne peux pas aimer » dit-elle. « J'en doute. Seulement j'ai eu tort d'appeler cela un malheur. C'est au contraire celui à qui pareille aventure arrive dont il faut avoir pitié. »« Quelle aventure ?»« D'aimer. »« Comment le savez-vous ?»« Par ouï-dire, » répondit Bazarov avec humeur. « Tu fais la coquette, pensa-t-il. Tu t'ennuies, et pour passer le temps tu me fais enrager. Mais moi... » Son cœur battait effectivement avec force. « Avec cela, vous êtes peut-être trop difficile, ajouta-t-il. Et penchant tout son corps en avant, il se mit à jouer avec la frange du fauteuil. « Peut-être, tout ou rien, voilà ce que je veux. Un échange complet de sentiments. Si je donne, c'est pour recevoir, et cela sans regret et sans retour. Autrement, plutôt rien. » Après tout, reprit Bazarov, les conditions me paraissent raisonnables, et je suis étonné que jusqu'à présent vous n'ayez point trouvé ce que vous avez cherché. Vous croyez donc qu'il est facile de trouver à faire cet échange loyal? Facile, non, si l'on se met à réfléchir froidement, si l'on en vient à calculer, à chercher ce qu'on veut, à s'estimer soi-même. Mais il est très facile de se donner sans réflexion. Comment ne pas s'estimer un peu cher? Si l'on ne valait pas quelque chose, à quoi bon se donner? Cela ne regarde pas celui qui se donne, c'est à l'autre à calculer ce qu'on vaut. L'essentiel est de savoir se donner. Madame Odintsov souleva un peu ses épaules appuyées contre le fauteuil. « Vous parlez absolument comme si vous aviez éprouvé tout cela, » dit-elle à Bazarov. « Pur hasard, Anna Sergueyevna, car les affaires de ce genre, comme vous le savez, ne sont pas de ma compétence. » Mais vous sauriez vous donner. C'est ce que j'ignore. Je ne veux pas me vanter. Madame Odintsov ne répondit point, et Bazarov se tut. Le son du piano frappa leurs oreilles. « Comme Katia joue tard ce soir, » dit Madame Odintsov. Bazarov se leva. « Il est très tard, effectivement, » répondit-il. « Vous devriez vous coucher. »« Attendez, pourquoi vous pressez? J'ai un mot à vous dire. »« Quel mot ?»« Attendez, » répéta Madame Odintsov à voix basse, et ses yeux s'arrêtèrent sur Bazarov. Elle semblait l'examiner attentivement. Bazarov fit quelques pas dans la chambre, puis il se rapprocha tout à coup de Madame Odintsov, lui dit brusquement « Adieu » et sortit de la chambre après lui avoir pressé la main avec tant de force qu'elle faillit jeter un cri. Elle porta à sa bouche ses doigts encore collés l'un contre l'autre, souffla dessus. Puis, se levant précipitamment, elle se dirigea d'un pas rapide vers la porte, comme pour rappeler Bazarov. Une femme de chambre entrait avec une carafe sur un plateau d'argent. Madame Odintsov s'arrêta, lui dit de sortir, se jeta de nouveau dans le fauteuil et se mit de nouveau à réfléchir. Sa tresse se dénoua et se déroula sur son épaule semblable à un serpent noir. La lampe continua de brûler encore longtemps dans le salon, et Madame Odintsov demeurait toujours immobile. Parfois seulement, elle passait les doigts sur ses bras, que la fraîcheur de la nuit commençait à mordiller. Près de 2 heures après, Bazarov rentra dans sa chambre, l'air farouche, les cheveux en désordre, les souliers mouillés par la rosée. Arcade était encore à sa table, un livre à la main, et la redingote boutonnée jusqu'au menton. « Tu n'es pas couché ?» lui dit Bazarov, presque avec dépit. « Tu es resté bien longtemps ce soir avec Madame Odintsov, dit Arcade, sans répondre à cette question. « Oui, je suis resté avec elle tout le temps que tu as joué du piano avec Katerina Sergueyevna. »« Je n'ai pas joué, » reprit Arcade, et il n'en dit pas davantage. Il sentait que ses yeux allaient se mouiller de larmes, et il ne voulait point pleurer devant son ami, dont il redoutait l'humeur moqueuse.